Bonjour à tous, je m'appelle Mathilde Gros, je travaille pour la Fédération régionale des CUMA d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter le projet Coagile, donc un projet de recherche-action qui s'est focalisé sur le fait de parler de travail pour coopérer et renouveler les actifs agricoles. Donc ce projet de recherche-action a été vraiment bien recherche-action. On a travaillé ensemble jusqu'à cette même présentation pour développer l'intégralité du projet. Et les acteurs de la recherche étaient l'ISARA, l'ESA et VET AgroSup, avec des acteurs du développement, donc de l'action, qui étaient les fédérations des CUMA d'Auvergne-Rhône-Alpes et de l'Ouest, et TRAM, avec aussi de l'enseignement agricole qui nous a beaucoup aidés. Donc là, tout de suite, je vais vous parler de pourquoi ce sujet, donc notamment en lien avec le contexte actuel. Donc c'est un projet très actuel puisque vous allez le voir, ce qu'on a exploré autour du parler-travail est très en lien avec la colère agricole aujourd'hui. Et on répondait à deux enjeux, donc celui d'adapter le métier d'agriculteur à un contexte changeant, donc changement climatique, changement des attentes sociétales, et celui de renouveler les actifs agricoles, dont on a largement parlé jusqu'à présent. Donc nous, dans le projet, on a choisi de proposer 3 leviers, donc qui étaient notre sujet, en fait, en tant que tel. Le collectif agricole, puisque on s'est pu à démontrer un collectif est le lieu où il peut s'échanger des connaissances, des pratiques, des outils pour répondre à cet enjeu de changement du métier, mais aussi vraiment un levier pour le renouvellement des actifs agricoles. Or, ces collectifs, comme tout le collectif d'humains, peut avoir des petits conflits, des petits problèmes. Et on a vu juste avant le projet que c'était souvent très lié au travail. Donc, notre deuxième levier, ça a été de parler travail. En fait, on a besoin, pour répondre à la complexité qu'on décrivait jusqu'à présent sur les exploitations, sur les profils des nouveaux entrants, des gens qui sont là, il n'y a plus de normes à proprement parler. Et si on ne va pas dans le concret du travail, on s'en sort pas. En fait, on maintient des malentendus, on passe à côté de solutions intéressantes. C'est pour ça que, on a essayé de parler travail, notamment grâce à des outils numériques. Et que notre hypothèse, ça a été que parler travail allait permettre de rendre des groupes, des collectifs plus attractifs, plus inclusifs, puisqu'ils fonctionneraient mieux, et que grâce à ça, on arriverait à aider à renouveler des actifs agricoles. Donc la méthode qu'on avait proposée, c'était tout beau, tout rose. On allait créer une méthode par la recherche. Voilà, on allait transmettre cette recherche, cette méthode d'accompagnement à des animateurs de collectifs sur le terrain qui allaient gentiment aller appliquer cette méthode pour aller parler travail pour faire parler des collectifs de travail. Et ensuite, ils nous diraient, mais oui, ça fonctionne à merveille, ou ça fonctionne pas très bien, mais on peut arranger ça, et on modifierait la méthode d'accompagnement. Alors, en vrai, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. C'est de la recherche-action. On a arrangé les choses et je vais vous en parler juste après. En gros, le défi qu'on a eu, c'était justement notre sujet, faire parler de travail. Parce qu'en fait, faire parler de travail, c'est tabou. Je sais pas si vous en parlez avec vos collègues, peut-être, j'espère pour vous en tout cas, mais en agriculture comme dans d'autres secteurs, c'est tabou. Et puis ensuite, on travaillait avec des animateurs de collectifs. Or, jusqu'à présent, on l'a dit, on est conseillé, on recommande des techniques, tout va bien marcher, on a la solution. Or là, c'était pas ça en fait. On cherchait à faire réfléchir les gens. Donc il fallait changer la posture dans l'animation pour laisser la place au collectif de réfléchir pas lui-même, plutôt que de dire quoi faire. Donc notre première étape a été de trouver un outil pour parler de travail, un outil qui soit simple, donc facilement appropriable, et un outil qui soit adaptable à différentes formes d'expertise. Donc pour un animateur de collectif, pour un chercheur, ça allait avoir différents gradients de profondeur. Donc je vous présenterai ça en premier, la rose des vents, et ensuite la deuxième étape, c'était évidemment avec cet outil de faire des miracles. On s'est dit, ça va être simple, or non. Donc on a dû, avec l'équipe projet, former à l'art du parler-travail, non seulement donner l'outil, mais aussi comment faire, accompagner, s'adapter à chaque profil d'animateur et formaliser toutes ces expériences pour transmettre à un public plus grand. Donc je vous présenterai en deuxième la démarche d'accompagnement. Donc la rose des vents, c'est quoi ? C'est un outil pour se repérer dans les besoins, pour se sentir bien au travail. Alors, c'est Hélène Brive qui a proposé cette visualisation du travail d'Yves Clos et de Christophe Dejean notamment, autour des besoins au travail. Et donc je vais vous emmener à travers, notamment grâce à la colère actuelle des agriculteurs.
Donc pour se sentir bien au travail, on a besoin de faire du travail bien fait, c'est-à-dire un travail qui est défendable à nos propres yeux. Là, aujourd'hui, on a entendu beaucoup, à cause des normes, à cause des contraintes économiques, je ne peux pas bien faire mon travail. Donc ça fait quoi ? On est en colère, on a du mal à être bien dans notre travail, on ne dort pas la nuit et ça peut nous rendre malades. Ce travail bien fait est très lié à la reconnaissance. En fait, pour être bien au travail, on a besoin de reconnaissance. Ça peut être de ses acheteurs avec un prix correct, payé à l'agriculteur. Ça peut être de ses associés, de ses salariés, de ses pairs, de son entourage. Quand la famille est reconnaissante du travail, ça fait toujours plaisir. Mais au-delà de toutes ces reconnaissances extérieures, la plus importante, c'est la reconnaissance qu'on se donne à soi-même. Donc, au-delà de nous dire « vous êtes utile », on a besoin de se sentir utile. Et ça nous emmène tout là-haut avec le sens. On a besoin d'un travail qui ait du sens, qui soit cohérent avec nos valeurs et qui nous permette de nous sentir utiles. Le dernier point autour de la rose des vents, c'est la différence entre le travail prescrit et réel. On a besoin de réduire l'écart entre le travail prescrit et ce qui se passe concrètement dans notre travail. Donc le prescrit, c'est moins simple pour un agriculteur que pour un salarié qui a une fiche de poste avec des missions bien définies, normalement. Là, il va venir d'un peu partout, en fait. Il y a beaucoup de signaux qui sont envoyés par plein d'organismes différents et qui font qu'on a un travail qui est prescrit par le climat aussi, mais par beaucoup de choses, et qui va être quand même difficilement rapprochable du réel, ce qui crée encore du mal-être. Oui. Au final, tous ces points sont très personnels. On a besoin de trouver un équilibre, mais chacun a sa définition de chacun des points. Et pour réussir à remplir le dernier besoin, mais aussi qui est une résultante de tout ça, pour coopérer, pour faire ensemble, comme disait François, on a besoin donc de coopérer, mais on a besoin de parler du travail. En fait, on a besoin de construire des règles communes et d'oser délibérer de la qualité du travail. Donc, on a besoin d'avoir confiance dans les autres personnes. Voilà un peu les besoins de chacun au travail. Donc ça, c'était notre outil que je vais vous montrer, dont je vais montrer l'utilisation juste après. Mais donc là, maintenant, je vais vous parler de la démarche globale qu'on a mis en place en adaptant notre méthode, en fait. On a vu que ça marchait pas, qu'on avait besoin d'autres étapes, et on l'a formalisé dans une démarche. Alors, comment est-ce qu'on a adapté notre méthode ? C'était en créant un outil, donc ça, c'était toujours bon, entre la recherche et le développement, toujours, puis en la transmettant non seulement une fois, mais par des pratiques répétées. Donc, vous voyez, on a notre petit groupe de recherche, là, en bleu, et puis on faisait des visios avec les animateurs une fois par trimestre pour leur expliquer l'intérêt de parler de travail. Ensuite, non seulement les animateurs ont été sur le terrain, mais ils ont été accompagnés par des personnes de la recherche et des organismes de développement pour les accompagner dans les étapes du développement. Donc dans les savoirs, les savoir-être, c'est-à-dire comment utiliser, adapter les outils, les savoir-faire, comment utiliser, adapter les outils, et les savoir-être, comment changer de posture. Donc, avec toute cette expérience, on a fait une démarche d'accompagnement pour que les animateurs, ce soit facile pour eux de pouvoir aller sur le terrain, faire parler de travail. Cette démarche, vous pouvez la trouver sur notre site, elle est très interactive et elle est en 5 étapes. Je vais vous l'expliquer à travers l'exemple d'un des animateurs du collectif qui était Alexis. Pour commencer, Alexis, il a compris pourquoi parler de travail grâce aux communautés d'échange de pratiques et de production. Vous pouvez aller consulter les ressources. Ensuite, il a pu vérifier si c'était bien à lui, s'il était à l'aise avec le fait d'accompagner ce collectif. Il a pu s'appliquer la rose des vents à lui-même pour voir si ses besoins trouver des réponses. Et après avoir vérifié que c'était bien lui qui pouvait accompagner la CUMA, que c'était dans ses missions, il est passé à l'analyse de la demande. En effet, pour accompagner un collectif, il faut savoir ce qui pose problème, mais surtout, comment est-ce que je peux aider ? Donc, il a fait un questionnaire en ligne avec une méthode développée par TRAM, qui est l'analyse de la demande. Or, à l'issue de ce questionnaire en ligne, qui pose un certain nombre de questions, on lui a plutôt dit sur quoi il pouvait aider. C'est-à-dire la communication, l'implication des adhérents ou le renouvellement des responsables. Donc, il n'en était pas encore à savoir comment accompagner, comment aider le collectif. Donc, pour ça, il a utilisé l'étape de clarification, où, en fait, ça consiste à revenir au concret du travail. On va faire parler le collectif de son travail réel en lui faisant décrire toutes les tâches qui permettent de faire fonctionner le collectif. Une fois qu'il a décrit toutes ces tâches, il va essayer d'identifier le collectif, où est-ce que ça bloque. Donc, il va mettre en lien, par exemple, ma problématique de communication avec les tâches effectuées par le collectif.
Et une fois qu'il a identifié où ça bloque, qu'il voit plus clair, en fait, dans ces problématiques, il va essayer d'éclairer les besoins qu'il y a derrière ces problématiques avec la rose des vents. Par exemple, la problématique de renouvellement des responsables, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de sens derrière les tâches. Et donc, c'est pour ça que les gens, notamment, ne prenaient pas de responsabilité et ne s'engageaient pas en tant que responsables de CUMA. Ensuite, la dernière étape, c'était de formuler une demande traitable. Donc, par exemple, la communication, vous pouvez m'aider sur la communication, est devenue comment est-ce que je peux m'assurer que mes adhérents de CUMA prennent bien connaissance des informations communiquées. Donc, c'est un petit problème dans le collectif, mais qui a besoin d'être résolu pour que le collectif fonctionne mieux et pour être plus attirant, plus attractif et plus inclusif. Donc, dernière étape, une fois qu'il avait sa demande, il a pu créer une rose des vents sur mesure pour répondre à la demande. Donc, en gros, cet outil, il est adaptable. On formule des questions sur lesquelles on va faire réfléchir chacun des acteurs pour pouvoir pour définir quels sont les besoins exacts de chacun des adhérents, de chacune des personnes autour de la communication, par exemple, et dessiner un projet réaliste et durable. Donc, avant de vous dire merci, je voulais que vous reteniez que parler de travail pour mieux coopérer, pour faire sauter des petits verrous de fonctionnement et pour renouveler les actifs agricoles grâce à un collectif qui fonctionne bien, ça marche. Et c'est plus facile grâce à Coagile. Donc, pour tout savoir, vous pouvez aller sur notre site internet. Et pour vivre toutes ces ressources, vous pouvez venir faire des formations avec nous en avril dans le Grand Ouest ou en mai en Auvergne-Rhône-Alpes. Et vous pouvez aussi éventuellement continuer la recherche-action avec nous. Le 8 mars, on se réunit pour discuter des futurs projets de recherche. Et donc, vous avez mon contact si jamais vous avez besoin. Merci pour votre écoute. Bonjour à tous et tous. Donc moi c'est Romain Diolo, je suis animateur coordinateur au réseau CIVAM, qui est un réseau de groupes d'agriculteurs et d'agricultrices et qui accompagne les futurs agriculteurs et les agriculteurs dans une démarche d'agriculture durable. Et donc moi je vais vous parler pour aborder l'attractivité du travail en agroécologie, des méthodes, des enseignements et des livrables qu'on a pu réaliser dans le cadre du projet Transae, pour transformation du travail et transition vers l'agroécologie. Alors, ce projet, il faisait suite à un autre projet CASDAR sur la transition agroécologique qui s'appelait Préface et qui a montré que la transition vers des systèmes plus agroécologiques était vécue comme un vrai changement de métier. Et donc, c'était la question initiale du projet Transae. Si la transition est vécue comme un vrai changement de métier, comment accompagner du coup ces transformations du travail des agriculteurs et agricultrices. Et donc on a monté ce projet Transae qui était un projet donc de recherche-action aussi avec plusieurs partenaires de la recherche, de l'accompagnement, des instituts techniques et des établissements d'enseignement aussi pour s'intéresser aux transformations du travail, notamment en élevage ruminant. Et l'idée, c'était pas seulement de valider le système socio-technique, mais du coup de s'intéresser à comment le travail se transforme. Donc pour ça, on a fait de l'accompagnement d'agriculteurs, d'agricultrices pour améliorer leur situation de travail, des enquêtes sur des fermes pour caractériser ce travail dans des systèmes pâturants et agroécologiques. Et puis, il y a eu des tests et des débriefs justement de situations d'animation. On a aussi réalisé diverses études sur les CUMA, la place des femmes en agriculture ou les transitions abandonnées. Et il y a eu une thèse qui a été réalisée en parallèle par Marie Chisalet sur laquelle je reviendrai. Donc en fait, dans ces projets de recherche-action, nous on s'attache à employer et mobiliser et combiner des cadres d'analyse de la recherche pour en faire des outils et des méthodes d'accompagnement. Donc c'est ce que je vais un petit peu vous montrer, c'est-à-dire que si la transition elle est à considérer comme un vrai changement de métier à accompagner, c'est que cela se traduit non seulement par des façons de faire et des pratiques, mais aussi par des façons de penser. Et donc là-dessus, on a mobilisé le cadre d'analyse de Xavier Coquille d'INRAE sur les mondes professionnels qui nous a aidé à considérer ces différentes dimensions en fait du travail, où on retrouve à la fois les actions, les pratiques, ce qu'on fait concrètement dans le système travail, mais aussi ses valeurs, sa vision du monde, ce qui guide nos choix, et puis les normes professionnelles. Alors c'est pas les normes réglementaires, là les normes professionnelles, ça se traduit plus par quelle est notre définition du travail bien fait. C'est quoi une belle vache? C'est quoi une belle prairie? C'est quoi bien travailler? Et ça se construit dans un environnement justement familial, éducatif, par son entourage professionnel.
Donc le système de travail, il est caractérisé comme ça par une très forte cohérence entre ce qu'on fait et ce qu'on pense, en fait. Et du coup, un puissant facteur de changement, c'est quand il n'y a plus de cohérence entre ce qu'on fait et ce qu'on pense, quand il n'y a plus d'accord entre ses actes et ses valeurs. Et donc ça peut amener à mettre en place justement un nouveau système de travail. Alors du coup, les freins à cette transition, ils peuvent être liés aux façons de faire à travers des nouveaux apprentissages, une nouvelle technicité à acquérir, mais aussi et beaucoup des freins liés aux façons de penser son travail et avec qui on le pense. Du coup, c'est vraiment un changement de monde professionnel et qui peut amener des formes de conflits de loyauté avec son monde professionnel qui sont justement des freins à la transition. Alors ensuite, pour caractériser plus concrètement le travail, on a mobilisé un autre cadre d'analyse qui est le schéma des 5 carrés qui a été proposé par Jean-Yves Pailleux, d'INRAE aussi, pour explorer les différentes dimensions du travail. En fait, l'approche travail, ce qu'on a compris, c'est que c'est pas une thématique supplémentaire, c'est une façon, c'est pas une thématique à côté de la technique, de l'économique. En fait, c'est une façon d'aller s'intéresser et questionner toutes les dimensions liées au travail en s'intéressant à la personne au travail. Et donc, on va explorer la technique, l'économique, mais en s'intéressant au travail de la personne. Et donc, on va s'intéresser au travail réel, ce qu'on appelle l'activité. Ce que la personne fait concrètement, qu'est-ce qu'elle mobilise d'elle-même pour travailler, comment elle vit son travail, comment elle s'y prend. Pour comprendre son travail, en fait, on va essayer d'identifier ce qui détermine ce travail. Ça peut être des super déterminants, des choses sur lesquelles on n'a pas la main, comme les évolutions climatiques, les attentes sociétales, le prix des marchés. Et puis, il va y avoir des déterminants de l'entreprise, des caractéristiques structurelles, des assolements, des nombres d'animaux, du matériel, de la main-d'œuvre, et du coup, des tâches à faire, ce que le système prescrit en travail, le travail qu'il y a à faire. Et il va y avoir aussi des caractéristiques de la personne elle-même qui vont déterminer l'activité. L'âge de la personne, sa santé, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas faire, quelles sont ses valeurs. On peut retrouver là les valeurs et les normes professionnelles, justement. Donc ça va construire le travail. Et ce travail, il va avoir des effets. Il va avoir des effets sur l'entreprise. C'est ce que on retrouve quand on étudie les performances techniques ou les performances économiques de l'entreprise. Ça peut être aussi à travers la qualité des produits, la qualité des relations. Mais il va y avoir aussi des effets sur les personnes, parce que ça ne fait pas rien de travailler. Et du coup, c'est là qu'on va trouver aussi des effets sur la santé physique, la santé psychique, les difficultés que les personnes vivent au travail, ou les choses qui sont bien et le plaisir au travail qui est à amplifier. Et en tout cas, c'est dans les effets qu'on va identifier du coup ce qui est à amplifier, mais aussi les difficultés qui sont à réduire. Et donc, il va y avoir des choses qui vont être à changer dans la façon de faire son travail et de le vivre, voire des changements plus profonds dans les caractéristiques de sa personne, voire même dans les caractéristiques structurelles de la ferme, à travers du coup un vrai changement, une transition de système et une reconception de système. Alors ensuite, pour aller d'un système A à un système B, ce qui nous a intéressé, c'était justement pas juste prendre des photos de systèmes de travail cohérents et aboutis, mais de voir en fait le film de comment on y va, le parcours et l'évolution. Et donc pour ça, on a mobilisé un outil qui a été conçu par Marie Chisalet dans sa thèse CNAM INRAE, qui s'appelait la chronique du changement, où on accompagne des agriculteurs ou un collectif d'agriculteurs à identifier dans ce parcours-là quels ont été ses objectifs, quelles ont été les difficultés rencontrées et les ressources mobilisées pour les dépasser, pour les surmonter, et du coup les réussites qui ont été vécues et les éléments de satisfaction. Ça a été un outil qui a été assez important et intéressant en termes d'accompagnement, à la fois pour valoriser et puis conscientiser le travail effectué et le parcours et les ressources qui ont été mobilisées, mais du coup aussi pour se projeter dans la suite, se construire un plan d'action en fait pour des changements à venir. Et du coup, tous ces cadres d'analyse, ils ont été mobilisés pour comprendre les systèmes de travail en agroécologie. Alors si le travail il est très singulier, néanmoins on peut dégager quelques constantes du travail en système de production économe et autonome, où il y a en général pas forcément moins de travail, mais un travail qui va être différent, une autre façon de travailler. Alors on a identifié quelques spécificités de l'agroécologie dans toutes les dimensions en fait du travail,
et qui peuvent construire une attractivité multiple de ces systèmes quand on pense un petit peu justement l'intérêt pour le renouvellement des générations. Donc on a dans les caractéristiques de l'entreprise des systèmes qui vont être en général mobiliser moins de moyens de production, moins de surface, moins d'animaux, moins de matériel et de bâtiments, une place accrue du pâturage, en tout cas dans les systèmes d'élevage de ruminants. Il va y avoir des tâches différentes avec moins de tâches d'astreinte, moins de tracteurs, mais plus du travail et des tâches liées à du travail en extérieur, des tâches de travail d'observation, de travail cognitif pour analyser et puis réagir face aux observations qui ont été réalisées, du travail que l'on ne fait plus aussi, et à chaque fois une place du collectif qui a été important, en tout cas, pour ces personnes, pour avancer dans justement un nouveau monde professionnel avec de nouvelles normes professionnelles dans lequel le collectif aide à se rassurer. Il va y avoir aussi, donc là il y a des petits verbatims qui illustrent, on en a beaucoup, j'en ai mis que quelques-uns. Il va y avoir aussi des caractéristiques des personnes qui peuvent être différentes avec de nouveaux savoirs et savoir-faire sur une connaissance fine de son milieu, des savoirs très localisés. Une connaissance aussi sur les cycles et sur une approche globale de son système. Il va y avoir des nouveaux critères de performance, de normes professionnelles aussi, où on va moins rechercher la production. Une belle vache, ça va être moins une vache qui produit 10 000 litres de lait qu'une vache qui pâture 250 jours à l'année. Il va y avoir des critères de performance liés à l'économie et l'autonomie du système. Et puis, on va avoir à chaque fois un rapport sensible à la nature et aux animaux. Un éleveur dit le travail d'herbager, c'est moins prévisible que de faire du maïs. Il faut savoir s'adapter, prendre en compte plus de paramètres. Alors, toutes ces caractéristiques vont créer du coup un travail réel et l'activité des personnes dans une diversité de façons de faire, évidemment. Donc là, il n'y a pas de choses à normer autour de ça. Mais parfois, il y a des normes professionnelles qui peuvent être en tension avec l'activité. Par exemple, des normes liées à l'économie, où il faut concilier à la fois économie et puis sa santé au travail, le confort au travail aussi pour se préserver et la santé des personnes. Il va y avoir des effets aussi spécifiques sur l'entreprise, en tout cas dans ces systèmes-là, où on va retrouver une production un peu plus limitée qui peut offrir souplesse, voire robustesse par rapport à des superdéterminants. Une production qui peut être plus saisonnalisée aussi. Alors, quelles questions ça peut poser aussi pour l'aval ? Assez souvent une qualité des produits ou des qualités, on pourra discuter autour de ce terme de qualité, et puis une viabilité économique qui existe dans ces systèmes-là. Enfin, des effets sur les personnes, où on retrouve à chaque fois cette autonomie retrouvée, le fait de trouver du sens d'en faire par soi-même, le sens qu'on retrouve aussi dans les témoignages sur Coagile, et du plaisir au travail. Alors attention, y compris dans les systèmes agroécologiques, il y avait des difficultés au travail sur lesquelles on a travaillé évidemment et accompagné les agriculteurs et agricultrices à les réduire. En tout cas, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a différentes dimensions du travail, que le travail, il est singulier, et que l'agroécologie, elle peut offrir, en tout cas se caractériser par des différences dans toutes les dimensions du travail, et donc on peut identifier des éléments d'attractivité dans toutes les dimensions du travail, et c'est ça qui va être intéressant. Donc les enseignements qu'on tire un petit peu en lien, on va dire, avec, j'ai essayé d'axer un petit peu en lien avec le renouvellement des générations. C'est pas juste la thématique qu'on a étudiée, mais on peut quand même en tirer des choses, notamment en lien avec les références à transmettre pour l'installation. Quand on dit le chiffre, il a sa place, c'est-à-dire qu'il a une place, mais il faut aussi le remettre à sa place. Ça veut dire qu'il y a les résultats, évidemment, qui sont importants pour l'attractivité des systèmes, les résultats de rentabilité, des coûts alimentaires, de temps de travail. C'est utile, mais il faut faire attention à ne pas restreindre la référence à la donnée chiffrée. Et les indicateurs de performance, si on les considère comme, on les identifie comme la définition du travail bien fait, ils peuvent être aussi tout à fait qualitatifs. Et derrière les chiffres, il y a des gens qui travaillent. Donc c'est en ça qu'on dit qu'il faut remettre le chiffre à sa place et passer du travail prescrit au travail réel dans les références qu'on transmet, c'est-à-dire amener justement cette singularité qui caractérise le travail, et donc derrière les résultats, donner à voir les pratiques, mais pas seulement les tâches à faire du travail prescrit, mais concrètement comment on s'y prend, les objectifs recherchés par les personnes, les savoir-faire mobilisés, comment ils ont été acquis,
les façons concrètes de s'y prendre et ce que ça produit, ce que ça fait sur l'entreprise, mais aussi sur les travailleurs et travailleuses. Et puis, c'est intéressant, selon nous, de donner à voir les évolutions, pas juste les systèmes de travail, les photos d'un système agroécologique cohérent et performant, mais comment les gens s'y sont pris pour le mettre en place, y compris avec les difficultés rencontrées et comment ils les ont surmonté ces difficultés. Donc, en fait, on a appris qu'il fallait accompagner les agriculteurs et les futurs agriculteurs dans toutes les dimensions de ce travail-là, que pour donner envie, il faut donner à voir une attractivité multiple et surtout incarnée. Il y a Angèle Satch, une psychologue du travail avec qui on travaille, qui parle de envisager, c'est aussi mettre un visage derrière des références. Et puis, on s'est posé la question de la transmission du coup des savoirs et des savoir-faire agroécologiques. Et ça, c'est des questions qui sont à travailler et ce n'est pas juste la responsabilité individuelle des cédants, il y a une vraie responsabilité collective et professionnelle dans cette transmission-là. Pour finir, du coup, des livrables un petit peu qu'on a produits et qui peuvent être mobilisés dans le renouvellement des générations, c'est-à-dire dans l'accompagnement, en tout cas, des futurs agriculteurs, agricultrices. Les livrables, ils ont été faits avec la volonté de parler aussi en positif, de donner à voir l'attractivité. Ça, c'était une volonté des agriculteurs et des agricultrices. Donc, on a produit de la référence à travers différentes collections dans des grands types de systèmes pâturants. Il y a des vidéos de témoignages qui disent notamment que prendre soin de son travail, c'est du travail. Et c'est des vidéos qui sont aussi utilisées dans l'accompagnement à l'installation. Des outils d'accompagnement que vous pourrez trouver sur notre site. Et également une formation pour les accompagnants. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Bonjour, donc Véronique Vanier, je travaille à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Je suis chargée de mission sur les questions de travail en agriculture et je suis également formatrice sur les relations entre associés et employeurs salariés. Donc moi, je vais vous présenter donc les résultats du projet Réflexe organique, organique pour organisation et fonctionnement des nouvelles formes d'installation et des collectifs en agriculture. Donc c'est un projet qui est assez court, qui s'est déroulé sur 18 mois en 2022 et qui s'est clôturé mi-2023. Donc vous voyez les partenaires de ce projet, donc différentes chambres d'agriculture, Normandie, Hauts-de-France, Pays de Loire et Nouvelle-Aquitaine. Donc nous, c'est un projet 100%, j'appellerais 100% développement. Il s'agit d'explorer des organisations originales de collectifs et d'en produire des outils d'accompagnement à destination exclusivement, principalement d'agriculteurs, agricultrices, conseillers et porteurs de projets. Vous avez des questions? Alors, on a souhaité donc regarder, détecter donc des outils et des méthodes autour de la communication, de l'organisation, tout ça au service donc d'une ambiance de travail conviviale, dans un panel de collectifs que je vais décrire plus tard. On a observé des modèles innovants et atypiques aussi pour casser un petit peu les représentations sur ces formes collectives qui peuvent paraître un petit peu trop originales et peu reproductibles. Parce que ces sujets d'entente aussi d'organisation collective et de management peuvent être délicats à aborder, nous avons opté pour une collecte importante de témoignages afin de valoriser la parole de pair à pair. Donc vous allez le voir, notre travail vraiment s'appuie exclusivement sur des témoignages de pair à pair. Au-delà de l'approche humaine et organisationnelle de ces collectifs, on a aussi exploré la partie juridique en recherchant des formes collectives avec des statuts juridiques diversifiés. Et puis, on s'est appuyé donc sur l'expertise de juristes pour construire un outil d'accompagnement des porteurs de projets, donc ce qu'on appelle les nouveaux entrants, qui cherchent des formes différentes d'installation et des choix juridiques un peu particuliers. Donc, ça, c'était la majeure partie de notre travail. Ensuite, on s'est également intéressé aux cédants. Face à ces nouvelles formes d'installation, on est allé interroger leurs appréhensions, mais aussi celles des conseillers qui accompagnent la transmission pour identifier les leviers possibles et proposer des actions et des outils. Alors, les collectifs que nous avons étudiés, donc c'est toute filière. On a défini différents types de collectifs, donc des collectifs qui nous semblaient originaux par leur composition en termes de moyens humains, mais aussi par la nature des activités ou de leur organisation du travail. Donc on a fait témoigner des grands collectifs multisalariés,
avec ou non recours à du salarié étranger pour observer s'il y avait des outils spécifiques qui avaient été déployés. Des formes d'entreprise avec une délégation originale du travail, donc là c'est de la délégation type délégué par exemple le suivi de la reproduction. Des organisations adaptées à l'emploi de travailleurs, que ce soit employeurs ou salariés en situation de handicap. Des grands collectifs multi-associés, mais là multi-associés avec des diversités de profils. Des profils de gens qui sont éloignés, par exemple, de l'agriculture, des profils associés, non exploitants. Et puis, on est allé voir voilà, comment ils partageaient ce projet commun, comment ils cheminaient dans leur réflexion pour créer ce collectif. Des organisations mixant des activités agricoles et non agricoles, des activités non agricoles comme la production, par exemple, d'événements culturels. Des collectifs d'installation et leur collaboration avec des collectifs existants, type magasin de producteurs, associations, collectivités, voilà comment ces collectifs collaborent avec d'autres structures. Donc au total, c'est une 50aine d'enquêtes que nous avons menées et qui portaient donc sur l'organisation. Donc les enquêtes, on s'est intéressé donc sur la composition de la main-d'œuvre, le fonctionnement du travail, la répartition du travail, la prise de décision, le volume de travail, les relations qu'ils avaient justement avec les partenaires extérieurs, les valeurs que portaient ces collectifs et les modalités dans lesquelles ils ont été accompagnés. Alors, notre projet, en fait, c'est une collection de témoignages à partir donc de la 50aine d'enquêtes que nous avons réalisées. Nous avons rédigé en fait une 50aine de fiches. On appelle ça donc ce sont des fiches solutions travail. Hein, c'est très pratico-pratique, c'est très pragmatique. Que vous pouvez donc trouver sur les sites Chambre de France et les sites des chambres partenaires, donc accessibles à tous. Et donc ces fiches illustrent la façon voilà dont chaque structure s'organise et comment elle organise son travail et sur quels outils elle s'appuie. Donc on a rubriqué donc cette collection donc en 6 thématiques. Donc on a des fiches qui portent sur les formes de mutualisation et de coopération originales. Par exemple, vous allez retrouver un témoignage sur une société coopérative d'intérêt collectif sur le territoire de Limoges, hein, donc l'exemple de la ceinture verte. Vous pouvez retrouver donc l'exemple d'une association qui porte à la fois des activités de production, d'événementiel ou d'animation. Donc une deuxième rubrique, ce sont toutes les fiches, toutes les solutions qui concernent les outils pratiques. Donc comment animer une réunion dans son collectif, comment intégrer au fur et à mesure des associés entrants ou des stagiaires, comment mettre en place un système de régulation de conflits. Des exemples de témoignages autour des sites partagés, donc dans des éco-villages, quelles règles il faut mettre pour partager un lieu qui est à la fois un site de travail et un lieu de vie. Une rubrique sur tout ce qui tourne autour des relations employeurs-salariés, donc avec des exemples de management assez délégatif, on parle même de management libéré. Des exemples de formes de gouvernance originales, comme des GIE, SAS pour produire du biogaz, des exemples aussi de gouvernance qu'on appelle horizontale, des très horizontales, très à plat, où l'humain est vraiment au cœur de la prise de décision. Et puis enfin, toute une collection autour de témoignages sur comment bien vivre, comment bien travailler ensemble. Là aussi, l'idée, c'était notre projet, c'est vraiment d'avoir des témoignages positifs sur le travail en collectif dans une finalité d'attractivité. Toutes ces fiches sont construites de la même manière, sur un format recto-verso avec au recto donc un descriptif succinct de l'exploitation, les bénéfices de la solution mise en œuvre, le témoignage, c'est vraiment encore une fois c'est notre projet, c'est vraiment mettre au cœur les témoignages de pairs, et puis au verso vous avez les avantages, inconvénients de chaque solution, et puis les préconisations du conseiller.
Alors, pour exemple, on ne peut pas aller sur le site, mais je vous invite à aller consulter donc les différents, cette collection de témoignages, cette 50aine de témoignages. On a également donc réalisé des vidéos à partir de ces témoignages, donc qui ont été réalisés sous format vidéo. Donc, vous avez par exemple 4 témoignages ici sur la quinzaine. Donc, décider, s'organiser, communiquer. Donc là, c'est une femme qui explique le fonctionnement collégial dans son collectif qui regroupe plusieurs structures et activités, donc sur un lieu d'habitat participatif qui accueille aussi des associations. Donc voilà comment ils cheminent le projet, comment ils intègrent aussi au fur et à mesure des nouvelles personnes, comment on fait pour ne pas remettre tout à plat la réflexion déjà initialement portée, comment on fonctionne, comment on partage les décisions, comment on partage le travail, qu'est-ce qu'on mutualise dans ce collectif. Un témoignage sur le partage de sites, donc un couple qui témoigne sur les règles mises en œuvre pour bien vivre dans un éco-village constitué de 7 logements, d'une ferme, et là aussi d'activités de formation. Donc ils évoquent donc leurs valeurs, le cheminement là aussi du projet, et puis les règles, en expliquant qu'à un moment donné, tout le monde aspire porte les mêmes valeurs, mais néanmoins le quotidien fait qu'il y a des conflits qui apparaissent sur le partage du matériel, et comment on dépasse ces difficultés-là et comment on met en place des règles pour bien vivre ensemble. Un témoignage sur l'embauche d'une personne en situation de handicap, donc 2 associés qui parlent de l'organisation de leur travail donc avec un salarié en situation de handicap. Et enfin, vous pouvez retrouver des témoignages, par exemple là sur un binôme d'agriculteurs qui évoquent leur activité de méthanisation en collectif et comment le système de gouvernance entre dans ce collectif. Alors, donc parallèlement à ces témoignages, donc face à l'augmentation des projets d'installation, donc vous voyez sous des formes très diversifiées de collectifs, on a souhaité rendre accessible un premier niveau de réponse aux différentes formes juridiques qui peuvent parfois, pour les porteurs de projets, paraître assez complexes. Donc on a voulu faire quelque chose d'assez simple, là aussi accessible. Donc sur un premier, c'est une boîte de dialogue qui permet avec des questions et qui permet de progresser sur des fiches descriptives de différentes formes juridiques. Donc au total, vous avez une quinzaine de fiches qui sont proposées, qui illustrent les différents types de sociétés, donc à la fois des sociétés agricoles, mais pas que, puisqu'on voit qu'effectivement ils combinent plusieurs activités, donc avec des exemples de sociétés commerciales ou d'autres formes juridiques qui ont été évoquées ce matin, par exemple sur les groupements d'employeurs et les CUMA ou le statut associatif. Donc là, vous voyez Emma, la conseillère virtuelle, voilà, qui peut vous guider pour vous aider à choisir votre statut juridique. La deuxième étape de ce projet, donc comme je l'ai dit, c'est d'accompagner les cédants face aux nouvelles formes d'installation. Donc on a interrogé à la fois donc les conseillers et les cédants. Donc les cédants sur leur résistance face à ces nouvelles formes d'installation en collectif, qui mixent, comme je l'ai dit, voilà, plusieurs activités, qui sont sur des collectifs assez importants. Qui portent des valeurs différentes. Donc on a interrogé leurs résistances, leurs craintes et les besoins d'accompagnement par rapport à ces installations. Nous avons également interrogé donc, des conseillers sur également leur résistance en tant qu'accompagnateurs à la transmission, leurs besoins, mais aussi les résistances qu'ils percevaient chez les cédants. Donc les craintes évoquées par les conseillers portent sur la rentabilité de ces projets, la maturation du projet, l'entente, la transmissibilité de ces collectifs et le temps plus important d'accompagnement. Les résistances des cédants, eux, portent sur la rentabilité des projets, l'entente relationnelle dans ces collectifs. Donc voilà, la crainte, c'est comment l'entente, le foncier et la gouvernance de ces projets. Et donc ça nous a permis voilà, de rédiger donc, un certain nombre d'articles autour des résistances. Donc une 12aine d'articles. Je passe vite fait sur donc un outil qui est un quiz d'autopositionnement pour les cédants, qui permet donc aux cédants de prendre conscience de ces freins
et lui suggérer d'autres éventualités pour élargir le champ des possibles et de se positionner sur est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui cherche à transmettre à l'identique ou ouvert au champ des possibles. Donc, et ça a été construit à partir des résistances. Donc les enseignements de ce projet, donc ces enquêtes, elles ont montré que les membres d'un certain nombre de ces organisations ont construit leur projet de manière très spécifique, avec d'autres formes d'organisation, d'autres formes de statut juridique, parce qu'ils pensaient que ils estimaient que les systèmes, les modèles classiques ne pouvaient pas satisfaire leurs valeurs et les besoins qu'ils revendiquaient, des valeurs de liberté, de solidarité, de démocratie et d'égalité. Et ces nouveaux collectifs expérimentent, innovent dans de nouvelles pratiques, utilisent de nouveaux outils, permettent de redonner du souffle à des collectifs existants, et ça ouvre le champ des possibles sur la façon de travailler à plusieurs. Ils ont une rigueur dans l'organisation, ils mobilisent de nombreux outils de communication et d'organisation, davantage que des exploitations plus traditionnelles. Ces collectifs portent des valeurs humaines et ont un rapport de travail différent, une aspiration vie privée, vie professionnelle beaucoup plus prégnante. Et dans ces organisations, la performance humaine est mise en avant. Merci pour votre attention. Bonjour, Michael Neetlo, responsable du service innovation de Chambre d'agriculture France. Déjà, merci à tous les trois. C'était très éclairant. Pour faire un petit peu le lien aussi avec la présentation précédente, est-ce que dans ces différentes formes d'accompagnement humain, accompagnement autour de l'entreprise, vous avez pu travailler avec des gens qui étaient sur des statuts non-statut chef d'exploitation agricole, familiale, qui est un petit peu dans les OPA, notre public historique. Et est-ce que vous avez senti un décalage dans leurs attentes ou dans ce qu'ils pouvaient apporter? Et est-ce que voilà, ça a pu un petit peu conditionner vos conclusions? Alors, je suis désolé, j'ai pas très bien compris la question. Est-ce que vous pouvez... Autre chose que des agriculteurs en format d'installation familiale et par exemple des salariés, des gens qui avaient voilà, un autre profil, est-ce que ça a pu vous éclairer et vous a ouvert d'autres horizons? Alors, nous, non, dans le projet Transae, la question en tout cas du travail salarié a beaucoup émergé comme des choses qui ont été travaillées dans les accompagnements de terrain, mais on n'a pas énormément abordé cette question-là dans le projet Transae, déjà parce qu'on a travaillé déjà avec des systèmes qui étaient en agroécologie, des systèmes du réseau, des CIVAM ou de groupements d'agriculture biologique, où on rencontre peut-être un peu moins ces formes plus complexes d'organisation agricole. Peut-être... Non plus, on n'a pas travaillé directement sur l'installation, en fait. On travaillait sur comment faire en sorte que ça favorise le renouvellement de génération, donc, enfin, pas de génération d'ailleurs, des actifs agricoles. Donc, dans ce cadre-là, on a travaillé avec notamment une CUMA, en tout cas, ou deux, et un groupement d'employeurs qui essayait de recruter d'autres personnes que des chefs d'exploitation, quoi. Donc, on essayait de voir un peu quelles étaient les attentes vis-à-vis d'une personne salariée, comment prendre en compte les avis des personnes salariées ou d'autres personnes pour qu'elles se sentent bien et qu'elles restent comme actifs agricoles plutôt que d'aller dans d'autres secteurs d'activité. Donc, on a essayé de parler de travail avec eux, mais on n'a pas directement étudié l'installation. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si c'était ça la question. Nous, on a interrogé effectivement de nombreux chefs d'entreprise qui n'étaient pas que associés, qui étaient effectivement, qui pouvaient être associés sur d'autres exploitations, qui pouvaient également faire partie d'associations, comme je disais, qui portaient d'autres activités de production. Donc, il y avait une casquette assez large en termes de responsabilité et en termes de nature de travail, puisqu'ils travaillaient à la fois avec des associés, des salariés, des membres d'associations, des collectivités, donc un panel très large d'acteurs avec lesquels ils sont en interaction. On a également interrogé des salariés sur ces structures, puisqu'on a des fiches effectivement de témoignages sur ce que je disais des managements qui nous paraissaient nous assez novateurs et intéressants sur de la délégation très participative des salariés qui vont jusqu'à recruter eux-mêmes
les salariés, sur des salariés avec des compétences quasiment de chef d'entreprise, et du coup des associés exploitants qui étaient là vraiment pour faire que le système fonctionne bien, mais qui avait une partie de la délégation était très très importante dans ce système. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Merci. D'autres questions dans la salle? Christian Huyghe. Merci beaucoup. J'avais envie de vous poser une question transversale à tous les trois sur un exercice que vous n'avez pas fait. En fait, qu'est-ce qui est spécifique au monde agricole dans tout ce que vous avez fait? Parce que le fait de dire il y a du collectif, il n'y a pas beaucoup d'endroits où... l'humain est un animal social, donc il fonctionne collectivement. Le fait qu'il faut parler de soi, ce n'est pas une grande nouveauté. S'occuper des handicapés, ce n'est pas une découverte. Qu'est-ce qui est spécifique? Bonne question. Il y a plein de... en tout cas, donc, nous, c'est effectivement l'objet de notre travail, effectivement. Après, ce qui est spécifique, le fait d'opérer ce décalage, c'est pas spécifique. Et donc, nous, on s'attache à ce que les agriculteurs, agricultrices, les futurs agriculteurs, agricultrices, mais aussi ceux qui les conseillent ou les accompagnent, opèrent ce décalage sur l'approche travail, sur s'intéresser au travail, non pas comme une dimension supplémentaire, mais une porte d'entrée. Et après, ce qui va être... Alors, est-ce que je connais moins les autres domaines d'activité, mais en tout cas, en agriculture, il y a des choses assez fortes et assez marquées dans la construction des normes professionnelles, en tout cas, y compris par cette dimension qui peut être aussi patrimoniale, familiale, etc., qui renforce en fait ces normes professionnelles et la difficulté du coup de penser d'autres façons de bien travailler. Donc en ça, il y a peut-être quand même une spécificité dans la difficulté à changer et dans le besoin pour changer d'être accompagné, et nous on pense beaucoup par de l'agriculture de groupe et par de l'échange entre pairs, et donc par des conseillers ou du monde de l'accompagnement qui, encore une fois, opèrent ce décalage de passer peut-être du conseil à l'accompagnement et de l'accompagnement purement technique ou économique à l'accompagnement des personnes dans leur travail. Et on n'accompagne pas des systèmes, on accompagne des gens. Les systèmes, d'ailleurs, sont tellement complexes que c'est important de se centrer sur les personnes. Je pense que je rejoins tout à fait Romain. La spécificité, ça va pas être notre approche, puisqu'elle peut être... je veux dire, elle peut être appliquée à tous les domaines. En fait, on a tous des besoins au travail. En revanche, je pense que c'est nécessaire qu'on ait plus d'accompagnement des agriculteurs sur ces aspects de travail et d'humain, parce qu'on a tendance à savoir les accompagner sur des aspects techniques, mais peut-être moins à les faire réfléchir par eux-mêmes au respect de leurs besoins dans le travail, pour qu'ils s'y sentent bien et qu'ils aient pas envie de jeter l'éponge parce que on leur a tellement peu donné de reconnaissance, ou parce qu'ils ne peuvent pas faire du travail bien fait, ou parce que dans le collectif, il y a des soucis juste parce qu'ils n'ont pas compris la vision du voisin. Donc, en tout cas, en agriculture, c'est nécessaire de parler de ces sujets-là, mais c'est très difficile. Donc, voilà, on a besoin de parler de ça, quoi. Et, pardon, juste complète. Et d'autres choses qui sont à déconstruire, qui sont peut-être pas spécifiques, mais en tout cas très présentes dans le domaine agricole. C'est aussi sur le fait que justement parler de son travail, voire dire que ça va pas bien, demander de l'aide. Là, il y a quelque chose à déconstruire sur non, ce n'est pas une marque de faiblesse, ça demande une grande force, un grand courage. Et là, il y a quelque chose quand même très présent dans le monde agricole, y compris, on pourrait en discuter avec pas mal de virilisme, etc. Que oui, demander de l'aide, parler de son travail, dire que ça va pas bien pour le bosser à plusieurs, y compris dans les collectifs de travail, c'est important, c'est tout aussi important que de savoir caler une ration. Et juste pour terminer, on voit bien, nous on a bien vu qu'il y avait un décalage entre les collectifs existants depuis plusieurs années et les nouveaux collectifs qui arrivent, qui ont une expérience importante de leur métier précédent et qui amènent justement des outils de régulation
de conflits, d'outils de parole. Voilà, il parle beaucoup de gouvernance horizontale, de système de décision par consentement, de système restauratif, et ils amènent justement cette capacité à libérer la parole et à vraiment prendre en compte le bien-être au travail.